Dans cette seconde partie de mon cours que j'ai intitulée Modernité, puissance et responsabilité, je vous propose que, équipé des quelques analyses conceptuelles qu'on a menées dans la première partie, nous essayons de comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Autrement dit, que nous essayons d'évaluer les puissances, pour reprendre un terme qui nous a occupés dans le cours précédent, les puissances que nous donne le développement technique et scientifique de la période présente, et de les évaluer, c'est-à-dire de donner une interprétation du point où nous en sommes de ce que j'appellerais l'entreprise de la modernité. Et d'abord une réflexion sur ce qu'est la puissance à l'âge moderne. Ce que j'appellerais le programme de l'entreprise moderne a été formulé dès le début du XVIIe siècle par des philosophes comme Francis Bacon et René Descartes. Vous le savez sans doute, ces deux auteurs appellent très explicitement à ce que la recherche du savoir, l'entreprise scientifique, le développement des sciences ne reste plus seulement un travail spéculatif qui propose la sagesse comme but, c'est-à-dire la formation du sujet, mais qu'elle se tourne vers les applications utiles qui soient propres à améliorer les conditions d'existence humaine en exploitant la nature. De ce moment, à un rythme qu'il resterait à préciser, les sciences vont se séparer de la philosophie, ou plus précisément, le développement des sciences va entretenir à l'écart, ou un peu à l'écart de la philosophie, une relation d'interaction continue avec celui des techniques. Qu'il s'agisse des applications techniques ou qu'il s'agisse en retour de l'instrumentation des sciences dites expérimentales. Autrement dit, ce programme vise à lier, pour reprendre les termes de l'époque, à lier les arts et les savoirs, nous dirions aujourd'hui les sciences et les techniques, et ce changement de terme indique la transformation, désigne la transformation elle-même. Liaison entre sciences et techniques, entre arts et savoirs, qui, renonçant à faire du savoir une recherche individuelle, destinée à élever le sujet, fait de la production des connaissances une œuvre collective et une œuvre utile. Petite remarque, étrangement, ce programme a été énoncé avant même qu'il soit mis en œuvre dans la réalité de nos sociétés et de leur équipement technique, ce qui veut dire peut-être que pour cette fois, la philosophie n'est pas venue, comme le dit Hegel, comme la chouette à la tombée du soir. Alors, l'entreprise moderne, et en particulier les 2 derniers siècles que nous venons de vivre depuis la révolution industrielle, a provoqué une transformation dynamique extraordinairement profonde du monde, des hommes, de nos conditions d'existence, de nos modes d'existence, et nous en sommes les héritiers. Analyser ces transformations dans les termes d'un accroissement de puissance, d'une extension de ce que nous pouvons faire, c'est, me semble-t-il, comprendre mieux cette extraordinaire accélération des processus technoscientifiques accomplis donc depuis, disons, 2 siècles. La puissance, ce que nos corps peuvent faire, ce que nous sommes capables de faire avec ce qui nous entoure et avec nous-mêmes, a changé d'échelle, et cela, au fond, dans l'histoire de l'humanité, très rapidement. Elle a changé d'échelle dans le temps et dans l'espace. Alors, espace, nous avons colonisé l'ensemble de la planète.
La pensée de Bacon, puisque je citais Francis Bacon tout à l'heure, philosophe anglais du début du XVIIe siècle, la pensée de Bacon est inspirée, je dirais, par les grandes découvertes et les premières colonisations. Le personnage de Christophe Colomb à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, qui ont amorcé, vous le savez, l'entreprise de l'Europe occidentale, l'emprise de l'Europe occidentale sur l'ensemble des terres et qui a culminé dans les aventures coloniales du XIXe et du début du XXe siècle. Le mot d'ordre de Bacon, c'est plus ultra, c'est-à-dire au-delà, franchissons les frontières et allons au-delà. Et son emblème, qui est d'ailleurs le frontispice d'un de ses ouvrages, c'est la représentation d'un navire qui franchit les colonnes d'Hercule, c'est-à-dire qui s'éloigne de la Mare Nostrum, de la culture gréco-romaine, de la culture méditerranéenne, pour se lancer vers l'océan et, en quelque sorte, pour se lancer vers l'inconnu. Cette figure donne l'idée de la représentation que Bacon pouvait avoir de l'aventure qui nous attendait dans le domaine du savoir et de la technique. Au-delà de cette figure de la colonisation spatiale, nous avons modifié l'ensemble de la pellicule superficielle de la Terre sous l'action humaine, ce qui fait dire à certains que désormais cette pellicule est essentiellement l'œuvre de l'action humaine, et ce qui fait dire à certains géologues qui en discutent actuellement que nous sommes entrés dans une nouvelle période géologique qu'on va appeler l'Anthropocène, c'est-à-dire la période dans laquelle c'est l'action humaine qui est l'un des facteurs majeurs d'évolution de la Terre. Et pour prendre un autre exemple, plus récemment, nous avons compris que la modification climatique due à l'action humaine avait, elle aussi, une échelle globale, c'est-à-dire avait ces dimensions qui, d'habitude, caractérisaient la nature toute puissante, qui s'impose à nous, fragile face aux tempêtes, face aux séismes, face aux cyclones, aux sécheresses et aux déluges. Espace, temps, nos actions, là aussi nous le pressentons aujourd'hui, nos actions ont des effets à long terme. Elles jouent sur des pas de temps qui paraissaient, par essence, ceux de la nature. Et pour prendre l'exemple des réflexions actuelles sur la biodiversité, nous sommes peut-être en train de provoquer une érosion brutale de cette biodiversité qui au fond, peut être comparable aux grandes extinctions qui ont scandé l'histoire de l'évolution. Alors, mon hypothèse de cette extension de notre capacité d'agir dans l'espace et dans le temps, mon hypothèse est que sur le plan des représentations, la modernité, depuis que sa forme a été pensée au XVIIe siècle, a été une sorte de théorisation philosophique et éthique, une sorte de théorisation de la maîtrise. Et pour revenir à ce que je disais dans le cours précédent, dans cette espèce d'oscillation qui fait que la puissance peut hésiter entre le pouvoir et la responsabilité, c'est-à-dire entre l'assujettissement, l'exploitation et la pratique du soin, la pratique de la responsabilité, la pratique qui veut que parce qu'on est puissant, on répond de ce qui est vulnérable, je dirais que dans cette oscillation, la modernité a bien figuré la vocation de l'homme comme celle d'une maîtrise, d'une possession de la nature, et qui s'est d'une certaine façon réalisée comme quelque chose qui ressemble à la prédation et à l'exploitation du monde. Et je suggérerais plus loin, j'y reviendrai dans un instant, qu'au fond, le moment est peut-être venu de repenser nos rapports non seulement aux autres, mais aux vivants et au monde,
sous le signe de la responsabilité et non plus seulement sous le signe de la maîtrise. Sans doute, j'ajoute ceci, sans doute cette figure de la modernité comme théorisation de la maîtrise a été, je crois, sous-tendue par le paradigme des sciences de la matière. Les sciences de la matière qui suggèrent une sorte de distance considérable, infranchissable entre le sujet, esprit humain, et son objet, matière, énergie, le monde des choses. Et du coup, les sciences de la matière ont peut-être rendu pensable le dualisme. Cette séparation entre la matière et l'esprit, et du coup, la désacralisation du monde des choses, la désacralisation de la matière en général, devenue, comme dit Jonas, axiologiquement neutre, c'est-à-dire privée de valeur, mais je reviendrai sur ce point. Alors, je voudrais maintenant, pour entrer un peu plus dans, sans prétendre faire une histoire de la révolution industrielle, mais pour entrer un peu plus dans les processus qui marquent ce développement de la puissance technoscientifique humaine sur le monde, analyser deux processus qui me paraissent être structurants pour les comprendre. Ces deux processus sont ce que j'appelle la domestication de la matière et de l'énergie d'une part, et deuxièmement la domestication du vivant. Domestication de la matière et de l'énergie. La modernité n'a pas commencé ce processus, elle l'a accéléré, elle lui a donné un rythme et une dimension nouveaux. Et voici comment. On pense aujourd'hui, chez les paléoanthropologues, que la domestication du feu a été réalisée par des communautés humaines, voici à peu près 500 000 ans. Dans ce domaine, les chiffres sont évidemment très approximatifs. En tout cas, période à partir de laquelle on observe des foyers, c'est-à-dire des lieux signifiant la maîtrise du feu. Alors, vieille histoire donc. Observez ceci. Le feu, domestiquer le feu, qu'est-ce que c'est ? C'est pouvoir faire dehors ce que le corps fait dedans. Je m'explique. Nous sommes homéothermes, nous faisons partie de ces espèces qui produisent de la chaleur à l'intérieur de leur corps pour maintenir celui-ci à une température plus ou moins constante, et par conséquent, c'est une disposition adaptative que l'évolution a inventée et que nous partageons avec un certain nombre d'autres espèces. Nous transformons de l'énergie accumulée de l'énergie chimique accumulée par les végétaux, par nos aliments végétaux que nous assimilons, et cette énergie accumulée par la photosynthèse, nous la transformons en énergie calorifique, en chaleur, à partir des composés carboniques qui sont dans les végétaux que nous assimilons. Et en ce sens, en domestiquant le feu, c'est-à-dire en brûlant de manière délibérée des végétaux, nos ancêtres ont réalisé une sorte de métabolisme externe, de métabolisme artificiel, propre à créer de la lumière et de la chaleur autour d'eux. Et la vertu adaptative de l'homéothermie, de cette disposition dont je parlais à l'instant, a alors été démultipliée par cet artefact. Vous voyez qu'ici, on a une technique qui consiste à démultiplier en l'artificialisation une propriété dont notre corps dispose et a sans doute rendu l'homme plus adaptable à des climats encore plus rudes. Voilà pour le feu. Le feu, et je reviendrai dans un instant sur l'énergie. La domestication de la matière, elle non plus, n'a pas commencé avec la révolution industrielle, elle a commencé bien plus tôt encore que celle du feu, avec les outils et les armes. Voici sans doute 2 millions d'années environ, avec la transformation des pierres et la taille des pierres. Là encore, nos ancêtres ont réalisé des prothèses du corps
plus précisément des prothèses de la main, elles-mêmes libérées de ces tâches, de ces fonctions locomotrices par la bipédie. Je vous renvoie là à ce magnifique ouvrage d'André Leroi-Gourhan qui s'appelle « Le geste et la parole ». Prothèse du corps. Est venu ensuite l'âge des métaux, c'est-à-dire où la transformation des ressources minérales s'est conjuguée avec les arts du feu, puis sont venues les premières machines, c'est-à-dire la manipulation artificielle du mouvement. Ce qui a caractérisé la révolution moderne, c'est la prodigieuse invention du moteur, c'est-à-dire de la transformation de l'énergie calorifique, puis de toutes sortes de formes d'énergie, en énergie motrice, c'est-à-dire, comme nous disons en physique, en travail. La puissance motrice du feu, pour reprendre l'expression des premiers théoriciens de la thermodynamique au début du XIXe siècle, cette puissance motrice du feu a d'abord été mise en œuvre avec l'invention de la machine à vapeur à la fin du XVIIIe siècle, et puis elle a été scientifiquement théorisée et calculée avec les débuts de la thermodynamique entre 1830 et 1855. Alors là encore, remarquez que à l'aube de la révolution industrielle, ce qui se passe, c'est là aussi l'externalisation ou l'artificialisation d'un métabolisme qui est présent dans le corps, dans l'organisme animal en général, c'est-à-dire ce qui se passe lorsqu'un organisme, brûlant des végétaux et en transformant l'énergie chimique qu'ils contiennent, fabrique du mouvement, fabrique de l'énergie motrice, et en même temps qu'il fabrique de la chaleur. Ce que nos corps font dedans, là encore, nous sommes désormais capables de le faire dehors en le reproduisant à une autre échelle, sous forme du moteur, sous forme de la machine productrice de travail. Commence alors du coup le temps de l'exploitation des énergies fossiles, c'est-à-dire précisément de ces stocks de végétaux fossilisés que l'histoire du vivant, l'histoire des cycles végétaux avait accumulé dans nos sous-sols et qui constituent une matière première pour produire de l'énergie. Autrement dit, en très peu de temps, depuis, disons, le milieu du XIXe siècle, nous avons entamé les stocks dans des proportions considérables de ce que, à travers les cycles du végétal, la vie et le vivant avaient mis des millions d'années, voire des dizaines de millions d'années, à emmagasiner dans notre sous-sol. Et vous le savez sans doute, à partir de cette période, l'énergie utile consommée par être humain a connu une progression considérable. Cette énergie qui jusque-là était celle du feu, celle des cours d'eau, celle du vent et celle des services que nous rendaient les animaux. Et nous sommes en train aujourd'hui de nous poser la question de la finitude de ces stocks d'énergie fossile que nous avons commencé à consommer. Voici pour la domestication de la matière et l'énergie et ce qui, me semble-t-il, a provoqué à l'âge de la modernité une accélération brutale du processus. La domestication du vivant. Là encore, nous sommes souvent convaincus d'avoir inventé les biotechnologies récemment sur les bases de la biologie moléculaire, de la génétique, en gros, depuis que nous bricolons des génomes. Mais là aussi, il faut d'abord remonter plus haut dans le temps pour comprendre ce qui nous arrive et prendre en compte la longue durée. Les biotechnologies ont en vérité commencé il y a 10 000 ans environ, lorsque des populations, entre moins 10 000 et moins 5 000 ou moins 4 000, pour dire les choses un peu grossièrement, ont inventé l'agriculture et l'élevage. Invention décisive dans l'histoire anthropologique, puisque la révolution néolithique a été le début de l'artificialisation du vivant.
tout vivant modifie son environnement biophysique, il transforme son écosystème, mais avec l'agriculture et l'élevage, nous avons, ou nos ancêtres, ont commencé à diriger ces transformations, ces modifications, à en faire une technique, c'est-à-dire à en faire un projet. Je dis ceci parce que vous le voyez, inventer une technique, c'est construire une action sous la forme du projet et du processus opératoire qu'elle implique. C'est acquérir une sorte de maîtrise du temps à venir, c'est accomplir des gestes qui prennent sens à partir de leurs effets futurs, qui sont du coup conçus comme des fins. Et dans le cas de l'agriculture, passer de la cueillette des grains sauvages à la pratique du semis, ce qui s'est fait petit à petit, mais ce passage signifie une anticipation de l'avenir, promettre une récolte, attendre, patienter pour que la récolte vienne. Et de la même façon, passer de la chasse à l'élevage, c'est capturer des animaux, les nourrir, les soigner, les élever, comme on dit, élevage, en vue d'une consommation différée, une consommation future et d'une reproduction voulue et organisée. Autrement dit, la technique nous bascule vers le futur. Une technique est une sorte d'appropriation locale de l'avenir. Et peut-être les hommes ne sont-ils pas les seuls animaux à pratiquer l'agriculture et l'élevage. On parle beaucoup des pratiques de certaines sociétés d'insectes, ni même à fabriquer des outils. Et en ce sens, nous n'avons sans doute pas le monopole de la culture. Mais sans doute avons-nous un cerveau projectif assez développé pour donner à ces techniques, c'est-à-dire à cette projection, à cette anticipation de l'avenir, une échelle inédite, et cela sur un mode dynamique, c'est-à-dire pour rendre l'avenir davantage prévisible localement dans la petite sphère que nos techniques investissent. Et la science moderne est un art de la prévisibilité. Alors, revenons à l'agriculture et à l'élevage. Nos ancêtres ont commencé au néolithique à modifier pas à pas certaines espèces végétales, certaines espèces animales pour les adapter à leurs besoins. Et vous le savez, avec le temps, la distance entre le loup et le chien, la distance entre l'auroch violent et disparu et nos paisibles bovins, la distance entre le sanglier redoutable et le porc des fermes, la distance entre la minuscule petite tomate sauvage et les monstres rouges que nous achetons sur nos marchés, cette distance est devenue énorme. Alors, trois réflexions qui vont nous faire revenir à la période contemporaine, trois réflexions sur cette révolution néolithique. Première réflexion, nos ancêtres ont agi sur la sélection, en l'artificialisant. Et d'ailleurs, curieusement, Darwin, vous le savez, nous explique qu'il a compris les mécanismes de la sélection naturelle en observant la sélection artificielle. J'y reviendrai, mais je voudrais dire tout de suite que la nouvelle phase des biotechnologies, celle qui s'est inaugurée au milieu du XXe siècle, a donné non plus seulement le pouvoir d'agir sur la sélection, mais le pouvoir d'agir sur la mutation. Nous sommes passés du phénotype au génotype. Et je reviendrai sur la signification de cette avancée. Or, sélection et mutation, vous le savez, sont les deux principaux facteurs de l'évolution. La mutation qui est l'un des facteurs de la variabilité du vivant et la sélection qui, à l'intérieur de cette variabilité, choisit ce qui est le plus adaptatif. Et donc, les biotechnologies ont eu une phase centrée sur l'artificialisation de la sélection, puis récemment une phase centrée sur l'artificialisation de la mutation. Et au fond, les biotechnologies, prises en ce sens, constituent une manière pour les hommes de prendre l'emprise sur l'évolution, de prendre une emprise sur l'évolution du vivant. Seconde remarque,
je prétends que, s'agissant de l'agriculture et de l'élevage, il faut prendre à la lettre le terme de domestication. Nous avons accueilli des animaux et des végétaux dans la maison des hommes. Domus, la maison. D'ailleurs, vous le savez, de cette époque où l'agriculture et l'élevage, mais en particulier l'agriculture, ont induit la sédentarisation, les territoires que nous habitons se dissocient, ils se partagent entre, d'un côté, la cité, le monde de la civilisation, comme on dit, village, ferme, champ, pâture, et puis de l'autre côté, le monde sauvage, Sylva, la forêt, le monde de la forêt, le monde de la violence, le monde de la sauvagerie, de la chasse et de la guerre. Alors, que nous ayons accueilli des plantes et des animaux dans la sphère de notre habitat, cela veut dire deux choses. Cela veut dire à la fois que nous avons pris soin d'eux, et l'agriculture et l'élevage sont des pratiques de soins, que nous les avons protégés à l'abri des prédateurs, que nous les avons nourris et élevés, que nous avons veillé sur la reproduction des petits, bref, que nous avons en quelque sorte étendu à d'autres vivants les soins que nous donnions jusque-là à nos enfants. Extension du champ des soins parentaux, c'est-à-dire de ce que j'appelais tout à l'heure la source de la responsabilité. Mais dire que nous avons accueilli des végétaux et des animaux dans la sphère de notre habitat, c'est aussi dire que ces soins étaient destinés à ce que nous puissions, au bout du compte, les tuer et les manger. Autrement dit, les sacrifier. Nous n'avons pas cessé, en tout cas les communautés humaines qui sont passées de la chasse et de la cueillette à l'agriculture et à l'élevage, n'ont pas pour autant cessé d'être des prédateurs, c'est-à-dire des hétérotrophes, des êtres vivants qui ont besoin d'assimiler de la matière vivante produite par d'autres. Et donc, prendre soin, mais aussi manger et tuer, nous retrouvons, me semble-t-il ici, les deux faces de la puissance, responsabilité d'un côté, asservissement, prédation, exploitation de l'autre. Et remarquez ceci au passage, s'il est vrai que, comme le dit le roi Gourand, la guerre est une sorte de retour à la chasse, c'est une sorte de continuation de la chasse, vous savez que nous y envoyons nos enfants pour s'y sacrifier pour nous. Troisième remarque sur cette domestication du vivant, la modernité, alors disons ici plutôt le XXe siècle, la période la plus récente, a, me semble-t-il, étendu le modèle de la maîtrise de la matière et de l'énergie, celui dont je parlais tout à l'heure, l'a étendu à la sphère, au monde du vivant. Je m'explique. Qu'est-ce que l'industrialisation de l'agriculture et de l'élevage ? C'est un processus de chosification du vivant qui tend ou qui peut tendre à l'oubli de la responsabilité. Visitez un élevage en batterie, vous y verrez non plus une pratique pastorale, comme Virgile l'évoque dans les bucoliques, vous y verrez une usine de fabrication de matière vivante, de matière alimentaire. Autrement dit, ce processus relativement récent et sur lequel nous aurons à nous interroger, ce processus suppose une sorte de désacralisation poussée jusqu'aux êtres vivants domestiqués, jusqu'à nos compagnons d'existence domestique. Et la question de la valeur du vivant que j'avais évoquée dans le premier cours, ou plutôt la question du vivant comme source de toute valeur, revient ici. Nous aurons à reprendre cette question de la possible chosification du vivant quand nous aborderons l'étape
contemporaine des biotechnologies qui donne, vous le savez bien, une nouvelle perspective à l'idée de produire, l'idée de fabriquer du vivant avec les récents développements de la biologie moléculaire. Désacralisation de la nature, désacralisation du vivant, Jonas explique que la technoscience moderne repose sur une sorte de neutralité axiologique de la nature. Ce n'est plus la création divine, ce n'est plus comme dans l'animisme un monde peuplé d'esprits, c'est un ensemble de choses que l'on peut manipuler et qui n'a pas d'autre valeur que marchande. C'est ce processus qu'un anthropologue comme Philippe Descola a appelé le modèle naturaliste, le modèle du naturalisme. Et je crois que dans ce processus, il faut distinguer deux époques, celle qui était dominée par les sciences et les techniques de la matière et de l'énergie, et puis celle qui arrive maintenant, dont je pense qu'elle est dominée par les sciences du vivant, les sciences et les technologies du vivant, période où se pose la question d'un risque de reconduire le modèle moderne de la réduction de tout ce qui n'est pas humain au statut de chose, mais j'y reviendrai dans un instant. Alors, précisons maintenant plus directement, même si je vais le faire très sommairement et très rapidement, cette nouvelle étape des biotechnologies dont je disais à l'instant qu'elle était liée à une maîtrise technique de la mutation. Les possibilités de transformer techniquement le vivant se sont considérablement ouvertes, se sont considérablement élargies et connaissent aujourd'hui une accélération fulgurante. Que s'est-il passé ? Je crois que la technique est venue investir ce que j'appellerais le champ de la genèse, le champ de quelque chose qui se situe entre l'origine et la naissance, là où le vivant naît et se développe. Nous avons ouvert cette boîte noire jusqu'ici chargée de mystères et d'inconnus, et nous sommes entrés dans les processus qui sont au début de la naissance des organismes vivants. Le mot grec « physis », que nous traduisons par « nature », ce mot grec signifie d'abord, dans la langue grecque ancienne, signifie d'abord, je dirais, ce qui fait que ça naît et que ça pousse. Natura, nascor, naissance, ce qui fait que ça naît et que ça pousse. La technique est donc venue du côté de l'origine et du développement premier des organismes vivants, de leur nature au sens où un être naturel est celui qui a eu naissance. Et du coup, vous le savez bien, la procréation est désormais visitée par la technique. Or, remarquez ceci, cette impulsion est venue de deux sources. Elle est d'abord venue sur le plan des techniques de développement de l'agriculture et de l'élevage. Autrement dit, les techniques proprement dites qui ont émergé dans ce domaine sont des prolongements de pratiques agricoles et de l'élevage issues de la révolution néolithique. Et s'est produite une mutation de ce que la révolution néolithique, à cet égard, nous avait légué. D'un côté, la modification génétique des végétaux, elle a été une innovation agronomique où nous perfectionnons la sélection en agissant non plus a posteriori à partir d'une variabilité donnée des êtres vivants, mais où nous pouvons agir a priori à partir de ce qui, dans le patrimoine génétique des végétaux, commande ou prescrit la variabilité elle-même. Deuxième exemple, les techniques d'insémination artificielle, à partir desquelles
toutes les questions de procréation médicalement assistée ont pu se développer ont d'abord été des techniques vétérinaires. Et plus récemment, le clonage lui-même a d'abord été une innovation proposée par des spécialistes de l'élevage. Et puis, deuxième source, la biologie moléculaire, la recherche fondamentale, est venue nouer un dialogue extraordinairement productif, extraordinairement fécond avec ces techniques dans une sorte de cycle d'échange entre recherche fondamentale et développement technologique. Autrement dit, la domestication du vivant, qui a depuis 10 000 ans été fondée sur la sélection, ouvre aujourd'hui sur la possible fabrication d'êtres vivants, la production d'organismes dont les caractères peuvent être modifiés a priori avec une efficacité et une rapidité nouvelles, autrement dit, peuvent être définis à l'avance. Là encore, nous avons une sorte de maîtrise partielle du futur à travers une action portant sur les patrimoines, les matériels génétiques. Des êtres vivants peuvent être en quelque sorte, à la faveur de ces techniques, la réalisation d'un projet dont nous modifions ce qu'on a, comme on dit aujourd'hui en biologie, le programme. Et la biologie de synthèse, il faudrait y revenir, au fond, c'est la réalisation de génomes artificiels, c'est le prolongement de cette tendance récente. Alors, deux petites remarques sur cette formulation fabriquée du vivant. D'une part, je l'ai dit, cela n'est pas absolument nouveau. Les techniques d'artificialisation de la sélection ou d'hybridation relevaient déjà depuis longtemps dans le domaine de l'agronomie et de l'élevage de cette logique d'artificialisation de l'évolution, mais l'échelle, encore une fois, c'est l'échelle qui a changé. Nous sommes passés du phénotype au génotype. C'est l'efficacité qui s'est accrue et c'est le rythme qui peut connaître une accélération remarquable. Et puis, deuxième remarque, je parlais de la possible fabrication du vivant, mais cette formulation pose une question délicate. Jusqu'à quel point un organisme vivant dont le développement relève de l'auto-organisation par échange avec ce qui l'entoure, peut-il être vraiment complètement réduit, complètement le résultat d'un projet, complètement réduit à son matériel génétique? Peut-il vraiment se réduire aux prescriptions contenues dans son patrimoine génétique? Et de quel type d'organisme peut-on dire cela? C'est une question que je laisse ouverte, mais qu'on ne peut pas évacuer quand on veut caractériser un peu précisément ce que sont les biotechnologies contemporaines. Alors, je n'aborderai pas dans ce cours les questions bioéthiques qui viennent de l'application de ces biotechnologies à l'humain. Elles font l'objet d'autres cours et elles sont surtout trop complexes et trop délicates pour être traitées à l'emporte-pièce comme je serais obligé de le faire. Mais juste une remarque là-dessus. Je crois que ces techniques interviennent dans un contexte que j'appellerais anthropologique et dont je pense qu'il n'est pas l'effet, le résultat des développements techniques seulement. Nos cultures, dans les pays développés du moins, disons depuis la fin du XVIIIe siècle et avec une accélération dans la deuxième moitié du XXe siècle, nos cultures sont marqués par un phénomène qui mérite d'être interrogé, qui est ce que j'appellerais la reconnaissance du désir d'enfant, qui est aujourd'hui massivement reconnu comme une prérogative légitime de ceux qui ont l'âge de procréer. Et c'est un phénomène qui nous paraît tout à fait naturel aujourd'hui, mais qui, je crois, est assez nouveau et assez profond. Il donne la naissance comme un effet de la volonté des parents, comme un effet d'une décision. Et, comme on dit aujourd'hui, du coup, l'enfant naît d'un projet parental. Or, cette reconnaissance est, me semble-t-il, un phénomène de base de nos cultures. Et vous le voyez bien, parlant de projet parental, qu'il
entre forcément en résonance avec ces biotechnologies dont je parlais tout à l'heure, qui permettent, en travaillant, en analysant, en comprenant, en testant le matériel génétique, d'accroître nos capacités de prévision sur ce qu'il en sera de l'organisme à venir. Mais je m'arrête sur ces questions et je passe à ma seconde partie. Alors, je voudrais maintenant, sur la base des analyses esquissées trop rapidement sur l'accroissement de la puissance à l'âge moderne, je voudrais maintenant revenir sur la question de la responsabilité telle qu'elle nous échoit aujourd'hui, et ce sera la conclusion de ce cours. Une remarque préalable. Vous l'avez peut-être perçu, je dis volontiers « nous » dans mon propos pour désigner par commodité les générations humaines contemporaines. Nous. Alors, pourquoi ? Je me refuse à dire, comme on le fait souvent, que c'est l'homme, avec un H majuscule, qui a acquis la puissance dont nous parlons. Parler de l'homme, c'est poser une sorte d'entité abstraite, une essence, qui a le double inconvénient d'être anhistorique, et je ne parle ici que de processus, vous l'avez sans doute senti, et puis, donc d'une part d'être anhistorique, et d'autre part de s'opposer à la nature. Le concept d'homme est, en règle générale, l'un des membres du couple homme-nature, du couple qui le dissocie et l'oppose à la nature. Cela étant, en disant « nous », je commets sans doute une autre maladresse, puisque j'efface trop facilement les disparités humaines. Je mets tout le monde dans le même sac, si je puis dire. Et puisque nous parlons et que nous avons parlé de puissance et de vulnérabilité, il faut évidemment garder à l'esprit que la puissance et la vulnérabilité sont bien inégalement réparties parmi les humains aujourd'hui. Prenez donc ce « nous » comme une commodité et peut-être comme un signe de la solidarité qui unit les vivants habitant cette terre aujourd'hui. Alors, donc, revenons à la puissance. Nous pouvons dire qu'au cours des 2 derniers siècles, et d'abord dans les régions dites développées, justement, notre puissance techno-scientifique s'est massivement accrue parce que notre pouvoir d'agir sur ce que nous appelons la nature, matière, énergie, vivant, s'est prodigieusement développé à des outils d'une efficacité beaucoup plus importante, sans commune mesure, avec ce qui était le lot de nos ancêtres. Et du coup, il arrive à certains, présomptueux, devant les perspectives ouvertes par les progrès technologiques, de suggérer que nous ne sommes pas loin de la toute-puissance. Et qu'à pouvoir bientôt fabriquer du vivant, par exemple, on le lit dans certains textes, nous pourrions un jour venir occuper la place que nos religions donnaient à Dieu créateur. Mais en même temps, accompagnant cette question de la puissance, si vient d'emblée la question de la responsabilité, c'est que nous observons, nous constatons que cette nature sur laquelle notre emprise s'étend apparaît du coup vulnérable. Et d'une vulnérabilité nouvelle qui est l'envers ou l'effet de notre puissance. Autrement dit, la fragilité du monde se découvre à la lumière des destructions lentes ou brutales que nos actions provoquent ou peuvent provoquer. Et pour l'instant, pour reprendre encore une fois les termes de Jonas, je dirais que nous sommes devenus, peut-être sans bien le savoir et peut-être sans bien le vouloir, nous sommes devenus
chargé d'affaires en un sens nouveau, c'est-à-dire appelé à prendre soin du monde parce qu'infiniment plus capable de le transformer en l'exploitant à nos fins. Et mon hypothèse ici, je l'ai suggéré tout à l'heure, est que le paradigme, je dis paradigme, je veux dire le système de représentation et de valeur, le paradigme qui a été à l'œuvre dans la modernité, qui a exalté la puissance sans percevoir la vulnérabilité, ce paradigme doit aujourd'hui être remis en question parce que lui est associé l'oubli de la responsabilité. Et que cette question de la responsabilité qui aujourd'hui nous surprend, je dirais presque, et voici que nous tâtonnons pour assumer tant bien que mal cette vocation nouvelle, pour faire face au changement d'échelle de la responsabilité, au changement d'échelle de l'éthique, qui est corrélatif au changement d'échelle de notre puissance. Dire ça, c'est dire qu'en effet, l'éthique du soin, qui a sa source, son modèle et ses valeurs dans notre capacité à répondre d'êtres humains en situation de vulnérabilité, vous connaissez bien cela, cette éthique du soin qui a ses racines à la fois dans les soins parentaux et dans les pratiques médicales, dans les soins parentaux socialisés par les pratiques médicales, eh bien, cette éthique du soin, me semble-t-il, elle doit désormais être pensée à une échelle globale, aussi bien à l'endroit du monde et de la nature, qu'à l'endroit, comme le disait Jonas, des générations futures. Prendre soin des générations futures est une question qui se pose et à laquelle nous ne sommes sans doute pas prêts à répondre. Alors, pour suivre encore un instant, mais je vais le quitter bientôt, Hans Jonas sur ce terrain, je dirais que la question est en effet une question d'éthique, et donc d'éthique collective et d'éthique du futur désormais, c'est-à-dire d'une éthique doublement élargie selon l'espace et selon le temps. Mais ce que je voudrais ajouter ici, c'est que cette situation de puissance et de responsabilité couplée, décrite ici dans les termes de l'éthique, je crois qu'elle trouve toute sa dimension et tout son sens si on la regarde non seulement à la lumière de l'éthique, mais si on la regarde à la lumière des sciences du vivant elles-mêmes. Plus précisément du paradigme qu'on peut dégager des sciences du vivant contemporaines. Alors, permettez-moi de décrire en quelques mots, évidemment trop rapides, ce qui, dans ce domaine, se déroule sous nos yeux, dans ce champ des sciences, et dont je crois nous n'avons pas encore philosophiquement perçu la portée. Darwin, en 1859, a ouvert une brèche décisive en inscrivant l'espèce humaine dans le processus d'évolution, en posant l'espèce humaine comme une espèce qui partage avec tous les vivants une parenté commune, une généalogie commune. Un siècle plus tard, au milieu du XXe siècle, la biologie moléculaire est venue comprendre, à partir de ces matériaux de base, l'unité du vivant, à partir d'un code génétique unique, de tout ce que vous savez. Et du coup, l'histoire du vivant prend forme depuis 3 milliards d'années à travers les recombinaisons, les transmissions de patrimoine génétique comme une sorte de buissonnement d'inventions dont la plupart sont restées des impasses évolutives, mais comme un buissonnement d'inventions parmi lesquelles nous sommes.
une histoire elle-même scandée par de grandes extinctions. Théorie de l'évolution, biologie moléculaire. Troisième exemple, la paléoanthropologie, ce que nous appelions autrefois la préhistoire, les sciences de la préhistoire, vient à son tour s'inscrire dans le cadre de la théorie de l'évolution pour décrire de manière évidemment bien lacunaire et parfois hésitante le processus d'hominisation à l'intérieur du processus d'évolution et donner sa place dans ce processus à l'inventivité technique. Je citais Leroi-Gourhan tout à l'heure, c'est sans doute l'un des grands penseurs qui a analysé ce processus. Quatrième exemple, la biologie du développement donne à entrevoir comment les organismes vivants se fabriquent eux-mêmes à chaque étape de leur développement, s'auto-organisent à travers les interactions qu'ils entretiennent avec ce qui les entoure dans des processus d'échange à travers lesquels ils se construisent. Cinquième exemple, les neurosciences et les sciences de la cognition commencent à entrevoir aujourd'hui ce qui fait dans le dispositif nerveux central humain, ce qui fait que nous avons des compétences, des capacités d'apprentissage, des capacités de communication qui sont propres, qui sont spécifiques, qui sont propres à l'espèce humaine. Vous le voyez, ce bouillonnement scientifique que je décris à très grossier ici, ce bouillonnement scientifique se situe à la croisée des sciences du vivant et des sciences humaines, de sorte qu'il rend les frontières poreuses entre ces deux territoires longtemps séparés. Ce qui est en jeu, c'est, en même temps que nous faisons une sorte de découverte éblouie de la puissance du vivant à créer, à inventer des formes diverses, des formes multiples, des formes inédites, ce qui est en jeu, c'est l'inscription de l'humain dans la sphère du vivant, dans ce processus d'invention, comme un être de nature parmi les êtres de nature. Alors, aujourd'hui, et je pense que c'est là le cœur du paradigme que cet ensemble de domaines scientifiques nous demande de penser. Aujourd'hui, il est vrai, ce paradigme est en général tenu pour réductionniste. Et nous préférons, lorsque nous nous soucions de morale et d'éthique, en rester au modèle antérieur, selon lequel l'homme seul pourrait s'arracher à la condition d'être de nature pour se poser, lui seul, encore une fois, comme capable d'actes libres, capacité qui, du coup, le place, mais à titre d'exception, sous la juridiction des lois morales. Ce que je voudrais proposer, c'est ceci. S'il y a de la responsabilité, ce n'est pas parce que nous sommes dehors, c'est parce que nous sommes dedans. C'est une formule que j'aimerais pouvoir développer. Nous sommes dedans, c'est-à-dire vivant parmi les vivants et d'abord, voyez ce que nous disions au premier cours, partageant la vulnérabilité commune à tout ce qui vit, et ensuite lié à tout le reste du vivant par des liens de dépendance réciproque et d'interaction multiples qui fondent une sorte de solidarité objective avec le reste de la biosphère. Et je pense que c'est cette position dans la sphère du vivant qui permet de penser la responsabilité comme quelque chose qui émerge lorsque de la puissance vient dans le vivant. Et
on voit alors mieux pourquoi, en effet, la responsabilité, comme je l'avais dit dans la première partie du cours, doit être pensée comme une relation, celle qui, sur fond de vulnérabilité commune, rappelez-vous, demande à un être vivant de répondre d'un autre. Voyez par exemple les biotechnologies contemporaines, pour y revenir encore un instant. Nous sommes en vérité devant une alternative redoutable. Ou bien nous consentons à ce que j'appelais tout à l'heure la chosification du vivant, mais alors, pour des raisons qui tiennent précisément au paradigme scientifique qui en est le fondement, il n'y a aucune raison que l'humain échappe à la chosification du vivant en général parce qu'il n'y fait pas exception. Autrement dit, parce que les biotechnologies elles-mêmes nous montrent chaque jour qu'on peut passer sans autre difficulté que technique de l'animal à l'homme. Ou bien, et des éthiques centrées sur l'humain n'y suffiront pas, ou bien nous sommes obligés de commencer à penser une éthique du vivant dans sa globalité, en considérant la responsabilité globale que nous avons dans les transformations qui affectent aujourd'hui la biodiversité et infléchissent l'évolution globalement. Autrement dit, construire une éthique du vivant, ce n'est sûrement pas, prétendre restaurer la sacralité de tout être vivant, pris en particulier. Construire une éthique du vivant, c'est construire une éthique de l'environnement, c'est construire peut-être une éthique animale en considération de la souffrance que nous faisons subir aux animaux. C'est en tout cas, et sans doute d'abord, considérer et anticiper les risques à court et à long terme que notre action fait courir à la biosphère. Autrement dit, c'est nous projeter vers des possibles à venir, ce que j'appellerais des scénarios, pour prévenir, anticiper, prévenir des désastres que nous pourrions provoquer maintenant que nous avons un peu la main sur l'évolution du vivant. Autrement dit, cette responsabilité-là, elle doit être comprise comme l'émergence d'une tâche éthique dès lors que, à l'intérieur du vivant, apparaît de la puissance. Dans un environnement devenu vulnérable. Je disais anticiper les risques car je crois qu'il arrive en même temps, et il y a là de quoi stimuler le courage de la responsabilité, il arrive en même temps que les sciences elles-mêmes, à force d'approfondir notre intelligence du monde, sont en même temps devenues localement, partiellement, avec beaucoup d'incertitudes, mais sont devenues, me semble-t-il, capables, avec des instruments robustes, des lois et des modèles, capables de construire des scénarios du possible, autrement dit, de nous aider à choisir nos actions actuelles en fonction des effets qu'elles peuvent produire. Autrement dit, elles sont capables de nous prévenir mieux de ce qui peut arriver, y compris à long terme. Voyez les sciences du climat, voyez récemment les sciences de la biodiversité, elles nous livrent des instruments de plus en plus robustes, qui ne sont pas des instruments de prédiction, qui sont des instruments de scénarisation du possible, mais du coup qui deviennent des outils d'anticipation des risques. Autrement dit, à cet égard, les sciences qui accroissent notre puissance d'agir sur la matière, sur le vivant, nous donnent en même temps des instruments décisifs dans l'exercice de la responsabilité collective pour répondre du vivant et prendre soin du monde. Et l'émergence de cette responsabilité donne, me semble-t-il, une place très cruciale aux communautés scientifiques elles-mêmes comme acteurs
de cette responsabilité collective comme lanceur d'alerte, comme communauté capable de construire ces scénarios du futur dont je parlais à l'instant. Car il arrive quelque chose en même temps que nous nous sentons confrontés à cette responsabilité, c'est que les sciences, et cela est fait pour stimuler le courage de la responsabilité, les sciences elles-mêmes, à force d'approfondir notre compréhension, notre intelligence du monde, sont en même temps devenues capables, de manière partielle, de manière locale et avec beaucoup d'incertitudes, de produire des instruments, ce que j'appelle des scénarios du possible, des instruments robustes, fondés sur des lois et des modèles, qui nous permettent d'anticiper les risques qui pourraient arriver. Voyez les sciences du climat, voyez les sciences de la biodiversité, elles nous livrent aujourd'hui des outils, non pas de prévision, sûrement pas, mais d'anticipation des risques. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des projections qui permettent de se représenter les possibles sous forme de scénarios. Et à cet égard, je dirais que les sciences nous donnent des instruments décisifs pour l'exercice de cette responsabilité collective dont nous parlions à l'instant, et que du coup, les communautés scientifiques elles-mêmes se voient investies d'un rôle crucial dans la construction de cette responsabilité collective comme lanceur d'alerte et comme producteur de scénarios nous aidant à agir aujourd'hui. Alors, et pour conclure, en quel sens sommes-nous devenus puissants, puisque c'était l'objet de cette deuxième partie? Certainement pas au sens où nous nous serions affranchis de la vulnérabilité, de cette vulnérabilité que nous partageons avec tout ce qui vit. Nous sommes restés individuellement et collectivement des êtres précaires et des êtres liés aux autres et dépendants parce qu'inscrits dans le système des interactions qui nous font vivre comme individus, comme collectifs, comme espèces. Autrement dit, rivés à cette finitude commune qui n'est autre que le jeu des dépendances réciproques. En quel sens sommes-nous devenus puissants alors? Certainement pas au sens où l'a voulu la modernité, au sens de la présomption moderne, qu'il me pardonne, je dirais, de la présomption des physiciens. Je dirais, par une métaphore qui nous ramène à la question des soins parentaux, que nous sommes puissants comme le sont ou comme le seraient des parents. Des parents qui ont été enfants et qui seront probablement vieillards, mais qui temporairement ont franchi la barrière biologique et sociale qui les rend capables de procréer, autrement dit, qui les ont projetés temporairement dans ce monde que nous appelons adulte, c'est-à-dire un monde où, sans échapper pour autant au risque de la misère, de la maladie, de la mort, ils ont pourtant le pouvoir de procréer, de prendre soin d'enfants, de les élever et de les accompagner vers leur propre liberté d'être vivants. Je crois que c'est en ce sens que nous devons aujourd'hui penser notre puissance.